Bonsoir. Au sommaire de cette édition, l'usine de jus de fruits de Cancan aux arrêts depuis 1998, alors que dans un passé récent, elle faisait la fierté des Guinéens, les réalités de ces installations dans ce journal. La semaine de l'eau démarre à la RTG. Il s'agit de ressortir les acquis et les faiblesses dans la desserte de cette arrêt, source de vie, témoignages, images et commentaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Depuis le 12 mai dernier, les îles de Kassa est devenue une sous-préfecture de la Guinée. C'est l'aboutissement d'une longue lutte menée par les insulaires de Kassa. L'érection de Kassa en sous-préfecture est saluée par ses habitants. Les îles de Kassa, Rome et Tamara témoignent de leur satisfaction à l'endroit du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Notre reporter Mabitila Issouma vient donc de séjourner à Kassa. Voici son constat. Regardez. Attendez cette nouvelle, désormais c'est chose faite. Les îles de l'Os sont enfin érigées en sous-préfecture le 12 mai 2014. C'est le couronnement d'une longue lutte pour ses habitants. J'ai passé 55 ans sur cette île. On appelait ici 4e arrondissement pendant la Révolution. Après, nous sommes devenus une commune avec un délégué qui signe les documents. L'annonce a été faite sur décret présidentiel. Pour les responsables locaux, ce nouveau statut va accélérer le développement rapide de cette zone très affectée par ses conditions géographiques. Si nous ne sommes pas une sous-préfecture, nous sommes liés à la ville de Conakry, nous ne pouvons pas bénéficier des projets des bailleurs de fonds. Si nous sommes sous-préfecture, nous pouvons être dans le programme d'appui aux collectivités villageoises, PACV. Les populations des îles de l'Ost sont enthousiastes. Elles expriment leur reconnaissance au chef de l'État. C'est le seul gouvernement qui a pu écouter les insulaires. Il nous a écoutés. Vraiment, il nous a beaucoup aimés. Mais les gens même se demandent qu'est-ce que Kassa a fait pour le chef de l'État. On le dit devant nous. Mais il a eu seulement de l'estime. Ce n'est pas la politique, mais le président a naturellement aimé les îles de l'Os. Et nous aussi, nous soutenons ce gouvernement-là. Nous le soutenons. Avec 15 000 habitants, Kassa est la localité la plus peuplée des îles de l'Os. C'est ici que va s'installer l'administration sous-préfectorale. Les insulaires comptent organiser dans les prochains jours une grande cérémonie pour dire une fois encore merci au professeur Alpha Condé. Dans l'actualité encore à Kindia, les femmes des îles Tristao viennent de bénéficier d'une formation sur la transformation et la commercialisation de la plante moringa. Le moringa est une plante médicinale qui traite le diabète, la tension artérielle et plusieurs autres maladies. Cette formation a été initiée par l'ONG PREM, Partenariat Recherche Environnement Média. Mamadou Alpha Baldé signe ce reportage. Sur les îles Tristao, le moringa fait du chemin. Les femmes de Katfra, Kapken, Kadigné et Kasmak apprennent à sécher, transformer et commercialiser le moringa. Le projet est piloté par le PREM, Partenariat Recherche Environnement Média. Il vise l'autonomisation des groupements féminins des îles Tristao et diversifier leurs revenus. Ces femmes ont été initiées à la plantation de la culture du moringa. Mais cette plante, il faut la transformer pour l'utiliser, mais aussi pour la commercialiser. C'est ainsi que nous avons initié la formation de Kindia avec l'ONG KDF, Kanyadonse Fanny. Le moringa est une plante médicinale par excellence. Il soigne plusieurs maladies. En Guinée, son utilité est peu connue. À travers ce projet de mise en valeur du moringa, la Guinée pourrait même exporter son moringa. Dans sa zone d'exécution, le projet est soutenu par les responsables publics. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Pour la réussite de cette chose, de ces ONG-là, vraiment, je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse. La mise en valeur et la commercialisation du moringa devraient contribuer à la réduction de la pauvreté au sein de la couche féminine des différentes localités de Tristao. Le ministre de la Communication poursuit son séjour de travail en France. Alocene Makalira Kake multiplie les rencontres avec les principaux patrons de presse. Hier, il a accordé une interview à nos confrères de Africa 24 sur les actions agricoles du gouvernement. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Après la récolte, il y a les intrants qu'on importe,
qu'on stocke dans les différents magasins, dans les différentes préfectures à l'intérieur du pays, où les cultivateurs accèdent non seulement à ces intrants agricoles à un coût, mais on a aussi les techniciens qui les accompagnent tout au long de la culture. Très rapidement, Monsieur le ministre, nous venons de le dire, 80% de la population, près de 80% dans le secteur agricole, 70% sont des femmes. Pourquoi? Bon, je ne suis pas d'accord. 70% sont des femmes dans le secteur d'agriculture. C'est-à-dire 70% des femmes qui est concerné par la culture maraîchère. Mais ce qui est évident, vous avez près de 80% de Guinéens qui travaillent dans l'agriculture. C'est pour élever le niveau de vie des Guinéens, nous sommes obligés de fournir beaucoup d'efforts dans le secteur agricole. Heureusement que cela sentir aujourd'hui, nous avons quand même un petit dilemme où il faut absolument trouver des solutions appropriées parce que nous avons augmenté substantiellement le rendement par hectare, nous avons augmenté la face cultivée, mais au même moment nous sommes en train d'augmenter la quantité d'importation, ce qui n'est pas forcément notre objectif. C'est pourquoi nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à la Guinée d'avoir à faire face moins d'importations. Si à Conakry, le centre de perfectionnement machinisme agricole sera bientôt délocalisé pour cause d'utilité publique, ce site sera remblayé pour abriter les logements sociaux de Lambagny. La question préoccupe le département de l'agriculture et celui de la ville et de l'aménagement du territoire. Fodé Camara signe ce reportage. Sous le regard du lac de Sonfonia, dans la commune de Ratoma, depuis plus de 35 ans, le CEPERMAG, centre de perfectionnement au machinisme agricole, joue le rôle de laboratoire d'expérimentation et de centre de formation des conducteurs, mécaniciens et gestionnaires d'équipements. Aujourd'hui, la société Mar Grandioso veut utiliser ce site pour l'extraction de la latérite afin de construire des logements sociaux à Lambagny. Dans ce siège, les cadres des ministères de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire travaillent sur un protocole d'accord. Principal point d'achoppement, la construction d'un bloc administratif de R+2 pour le CEPERMAG après les 2 ans d'exploitation de ce domaine par la société Mar Grandioso. Je voudrais dire ici publiquement que le ministère de l'Agriculture n'a pas refusé de céder ce domaine pour cause d'utilité publique, à savoir l'approvisionnement en terre de remblai. Par contre, ce sur quoi j'insiste, c'est la signature de documents qui nous engagent. Nous, aujourd'hui, demain, rien ne dit que nous serons là à la fin de l'exécution de ce contrat. Donc seuls les papiers feront foi. Si d'ores et déjà je suis interpellé pour dire que nous retardons, nous refusons et nous avons demandé plus alors que ça avait été décidé, négocié, accepté par la partie contractante, ça me pose problème. Le problème donc de R+2 n'est pas annulé. Ce qui reste clair, si nous pouvons supporter l'achat, et je me battrai dans ce sens, c'est nous qui l'avions proposé, nous irons tout droit vers cette proposition première que nous avons eu à faire et nous allons chercher à régler ce problème. Je me battrai dans ce sens. Si c'est ce qui doit faire le point d'achoppement, dites-vous qu'il n'y en a plus. Alors signez le contrat, nous allons signer, on va commencer à travailler. En attendant les grandes pluies, autre question en discussion, la délocalisation de 24 tracteurs et équipements didactiques du centre de perfectionnement au machinisme agricole, un fleuron de la coopération guinéo-française, bâti sous ce site de Sonfonia depuis 1979. Je vous disais en titre quel est l'état actuel de l'usine du jus de fruits de Cancan. Cette usine est aux arrêts depuis 1998. L'infrastructure est dans un état de dégradation très avancé alors que cette usine a été reprise par un opérateur économique de la place. Falilou Diallo s'est rendu sur place pour en savoir plus. Créée sous le premier régime en 1967, voici ce qui reste aujourd'hui de l'usine de jus de fruits de Cancan.
Ici, on produisait plus de 13 000 tonnes de fruits par an répartis entre les agrumes et les fruits charnis. Mais depuis 1998, la vie s'est arrêtée au sein de cette unité industrielle. L'arrêt avait été occasionné par le manque d'emballage. C'est le manque d'emballage qui a fait que l'usine s'est arrêtée avant. Dans le passé, la Guinée se faisait remarquer par la valorisation de son potentiel agricole à travers la transformation de ses produits sur place. Cette usine donnait à manger à la population, à travailler à la jeunesse et à accroître le PIB à travers les exportations. Mais aujourd'hui, cela appartient au passé. Si l'usine est rénovée en tour de 24 heures, la période de manque, on peut les absorber. En 24 heures, pas 8 heures de temps. Parce qu'il faut prendre de mandiana, sigiri, kouroussa, ainsi de suite jusqu'à 0 kg. Depuis 2007, un opérateur économique entend relancer la production au sein de cette usine. Mais cette reprise bat toujours de l'aile. Notre groupe a repris les actifs de l'usine jus de fruits de Cancan. Les dispositions sont prises. Nous attendions la signature de la convention de rétrocession par le gouvernement. Et Dieu merci, cette convention a été signée au mois de mars dernier. En attendant le redémarrage de la production au sein de cette usine, les planteurs de Cancan et environ prennent leur mal en patience. Les mangues guinéennes sont réexportées sous un autre label. Et puis, en plus bref, en image, les premiers passeports biométriques ont été livrés ce matin au ministère de la Sécurité. Vous voyez donc en image, pour cette première journée, la salle d'enrôlement située dans l'enceinte du département de la Sécurité ne désemplit pas. Les citoyens se précipitent pour avoir leurs pièces de voyage. La confection des passeports biométriques est assurée par la société malaisienne Iris Corporation. Nous y reviendrons en détail dans les prochaines éditions d'information. La RTG, dans l'élan de la semaine de l'eau, des reportages et des émissions sont prévues à cet effet. Ce soir, nous vous amenons à la découverte de la station de Yeselo à Koya. Dans ce reportage, vous comprendrez les défis liés à la desserte en eau potable. Suivez le reportage de Ablaye Yalo. Nous sommes à Yesoulou dans Koya. C'est ici que les eaux en provenance des grandes chutes sont traitées. 3 stations assurent cette opération délicate. Des stations graduellement installées en 1964, 1994 et 2009. Elles permettent à Yesoulou de produire les 80% d'eau destinée à la consommation pour la ville de Conakry et environ. L'arrivée de l'eau à la tour d'arrivée, où on mélange le produit de pré-traitement avec l'eau brute qui quitte de grandes chutes. Deuxième étape, nous avons le décanteur qui reçoit cette eau mélangée avec les produits de traitement. Le filtre permet aussi de récupérer les matières en suspension qui vont passer, qui échappent à la décantation pour être retenues sur le lit filtrant, et ça passe dans le réservoir d'eau potable. Pour servir ses clients, la Société des eaux de Guinée exploite les eaux de surface et souterraines. Ces eaux sont traitées suivant les normes de l'Organisation mondiale de la santé OMS, expliquent les experts. Plusieurs produits chimiques entrent dans le traitement. Il y a l'hypochlorite de calcium qu'on utilise au niveau de la préoxydation et de la désinfection. Il y a la chaux qu'on utilise pour la reminéralisation de l'eau, la correction du pH, pour favoriser un peu la clarification de l'eau avec le sulfate d'aluminium. Et le troisième produit, c'est le sulfate d'aluminium qu'on utilise comme coagulant. Et le chlore gazeux, il est là, on l'utilise pour la désinfection finale. La SEG produit 167 000 m3 d'eau par jour, une offre nettement inférieure à la demande des populations. Le besoin estimé actuellement est de 308 000 m3, soit un déficit de 141 000 m3. Consciente de ce handicap, la SEG entreprend la réalisation de 2 projets d'adduction. Mais le plus important reste le 4e projet eau. Ce 4e projet eau va permettre d'abord de combler le déficit actuel, et en même temps il va permettre d'avoir une souplesse dans l'exploitation et tenir le coup jusqu'à l'horizon 2030. Donc dans ce cadre, on a évalué tous les besoins vu l'horizon 2030 et on a comparé ça aux capacités de nos installations existantes et celles qui sont en vue dans le court terme
Alors c'est là la différence là qui va faire une capacité globale de 340 000 m3 additionnels. En 2009, pour répondre à la crise en eau dans la capitale, cette usine de traitement des eaux du lac de Sonfonia en banlieue de Conakry a été réalisée. En dehors de ces 4 stations de traitement, 8 autres forages viennent en appui dans la fourniture d'eau à Conakry. Justement, à propos de la semaine de l'eau, nous recevons en direct le coordinateur général de la SEG, M. Mamadou Joudé Diallo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de suivre le reportage de Ablaye Diallo. Concrètement, quelle est votre première réaction? Bien, merci. Ce reportage montre à suffisance toutes les différentes étapes liées au captage de l'eau, à son traitement, jusqu'à son acheminement au niveau du robinet du consommateur, en passant par son traitement, tous les efforts fournis et en fait tous les services liés à la production d'un mètre cube d'eau. L'État guinéen a lancé, on le sait, le 4e projet eau, mais qu'est-ce que concrètement ça va changer en matière de la résolution de la crise d'eau potable en Guinée? Le 4e projet eau que le gouvernement de Professeur Alpha Condé a bien voulu lancer va définitivement résorber la crise d'eau dans notre capitale en mettant table rase sur tous les petits investissements de rattrapage qu'on connaît jusqu'à maintenant et en permettant vraiment la production d'une quantité d'eau suffisante pour couvrir pendant très longtemps les besoins de consommation de nos clients. Et ça passera par la construction d'un certain nombre de choses depuis la prise d'eau jusqu'au transport de cette eau, son traitement, son stockage et aussi la réalisation de branchements sociaux sur toute la ville de Conakry et qui permettra vraiment de résorber définitivement la crise d'eau jusqu'en l'an 2030 et permettre une fois au travers de la SEG de s'occuper du suivi des principaux indicateurs de gestion. C'est un projet qui suscite déjà de l'espoir et beaucoup d'engouement chez la population de la capitale. Mais en attendant, comment vous gérez la gestion de l'eau en Guinée? La gestion de l'eau actuellement, on la gère comme on gère une crise d'eau, à travers le programme de délestage que la plupart de nos citoyens connaissent dans les quartiers, à savoir un jour sur 2 ou 3 jours dans la semaine, les gens reçoivent de l'eau au niveau de leur robinet et certains pratiquement pas du tout. Donc la crise d'eau, elle est là, nous la gérons comme ça. Et aussi, dans les zones où il en manque totalement, nous avons initié des programmes d'installation des bonnes fontaines que vous voyez dans les différents quartiers de Conakry. Et d'abord à Kabylie, là-bas où il n'y avait jamais eu de l'eau, grâce au programme de société prôné par le chef de l'État, nous avons réalisé les 12 forages au pied de Mont Kakoulima et qui fait qu'aujourd'hui, tous les citoyens de la zone de Baïlobaya, Kitaya et Simantiri plus Kabylie reçoivent de l'eau, certains au niveau de leur robinet, d'autres au niveau des différents points d'eau que nous avons créés là-bas et qui fait vraiment le bonheur de nos consommateurs. Il y a les citernes également qui sillonnent les quartiers. Effectivement, les camions citernes, nous les envoyons dans les endroits qui ne sont pas couverts par notre réseau de distribution. Et puisque le métier du service de l'eau, il nous incombe, c'est à nous de réfléchir, de trouver les voies et moyens pour donner de l'eau à nos populations. Donc, nous avons fait venir ces camions citernes alimentaires. Je dis bien que c'est des citernes alimentaires qui sont destinés uniquement au transport de l'eau potable pour la vie humaine. Donc, ces camions font les différentes rotations dans les différents quartiers et aussi alimentent les bonnes fontaines dont nous avons confié la gestion aux jeunes des différents quartiers dans le cadre de la lutte contre le chômage. Et ces bonnes sont très bien gérées, approvisionnées par soit les camions citernes, soit par des forages que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui dans la plupart des quartiers pour vraiment inverser cette tendance de la crise d'eau en attendant l'achèvement de ce 4e projet eau. En tout cas, monsieur le coordinateur, les résultats sont encourageants. Monsieur Mamadou Joudé Diallo, coordinateur général de la SEG, merci d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous remercier. Dans l'actualité encore, le président de l'Assemblée nationale était ce week-end lors de la communauté forestière de Koya. C'est suite à la mise en place d'un espace de dialogue et de concertation entre les différentes ethnies de la forêt vivant dans cette préfecture. La démarche vise à les impliquer davantage dans le processus de développement local. Compte rendu signé François Lama.
Koya, c'est là où la communauté forestière, massivement mobilisée, a accueilli le président de l'Assemblée nationale sous le fond de liesse populaire. L'honorable Claude Kori Kondiano répondait ainsi à l'invitation des ethnies Mano, Kono, Belé, Loma, Kissi et Lélé qui ont accepté de mettre en place un espace de concertation et de dialogue en vue de leur participation active au processus de développement de la préfecture de Koya où elles sont parfaitement intégrées. Nous partons du fait que les forestiers ont toujours été bien accueillis à Koya. Il n'y a aucun problème entre la population d'accueil et la population de la Guinée forestière qui réside ici. Et cette communauté a prouvé à la population de Sumboya l'hospitalité que cette communauté les a offerte. Elle a essayé de prouver à toute la communauté guinéenne qu'elle adhère à la politique de changement du professeur Alpha Condé. Le président de l'Assemblée nationale a exhorté la communauté forestière de Koya à la paix, mais aussi au partage avant de témoigner de sa reconnaissance aux efforts de chacun qui ont permis la mise en place de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je suis ici pour remercier la population de Koya dans son entièreté et la communauté forestière habitante à Koya en particulier. D'abord, parce que c'est grâce à vous que tous les députés, toutes préfectures de la Guinée confondues, ont été élus pour représenter le peuple de Guinée à l'Assemblée nationale. Parce que vous avez tous accepté les uns et les autres de mettre vos bulletins dans les urnes afin que nous devenions des députés. Mais encore et surtout, c'est grâce à vous que je suis aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. C'est par ce poème dédié à la femme forestière, ces manifestations folkloriques et cette remise de tableaux, de témoignages et de satisfecit que la réception de Koya a pris fin. L'association pour le développement de Mambia dans Kindia s'investit dans le développement de sa localité. Elle a bouclé dimanche une vaste campagne de sensibilisation sur la nécessité de maintenir la cohésion sociale et de préserver l'environnement menacé par l'effet de brousse. C'est le chef de cabinet du ministère de la Communication qui a présidé la rencontre. Habib Thiam était de la partie. Les feux de brousse, les problèmes domaniaux ou les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont des facteurs qui freinent l'évolution de la sous-préfecture de Mambia. Cette mobilisation est le résultat d'une année de sensibilisation dans les 10 districts de la localité pour faire changer les mentalités. Un travail de longue haleine réalisé par l'association pour le développement de Mambia. Cette campagne est l'aboutissement d'une heureuse initiative de l'ADM qui vise l'éducation de nos citoyens pour un changement de comportement. Il a été convenu ce qui suit. L'interdiction des feux de brousse, la réhabilitation des écoles coraniques, le reboisement de 2 hectares d'essences forestières par district et par an, réconciliation des agriculteurs et les éleveurs. Cette importante cérémonie qui met un terme à la journée d'information et de sensibilisation des populations entamée depuis le 3 mars 2013 est la concrétisation de la vision commune de tous les acteurs en faveur du développement de Mambia. Le ministère de la Communication est le parrain de cette action citoyenne. Aux côtés des autorités de la région, du grand imam de Conakry et de plusieurs autres députés, sa représentante salue l'engagement de l'association en faveur du développement de la sous-préfecture. Ma joie est d'autant plus grande que votre objectif de sensibilisation et d'information ne nous est nullement étranger, dans la mesure où il se trouve dans le grand champ d'action de la communication que nous constituons et représentons à travers tout le pays. De Mambia contribue à inciter les paysans et l'ensemble des producteurs de votre chère localité vers le développement. Une première étape de sensibilisation immortalisée par cette cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la stabilité dans le pays, puis l'inauguration de ces 2 blocs de 6 pièces construits pour les fonctionnaires sur les revenus miniers de la CBK et ce match de gala organisé la veille entre les fils résidents et ressortissants de la sous-préfecture de Mambia.
L'hôpital régional de l'Abbé, une référence parmi les structures hospitalières de l'intérieur du pays, il bénéficie des actions communautaires de réhabilitation grâce aux fils résidents et ressortissants de la région. Un constat de notre reporter, Sori Dekera. Par structure sanitaire de référence de la région, l'hôpital de l'Abbé enregistre l'un des taux de fréquentation les plus élevés du pays. Des nouveaux services de spécialité comme la cardiologie, la diabétologie et la néonatologie sont alors créés pour couvrir l'ensemble des soins. Pour ainsi rendre agréable le séjour des patients dans cette structure, le comité de relations avec les usagers de l'hôpital a entrepris un vaste programme d'aménagement des espaces verts. L'opération est rendue possible grâce aux fils ressortissants de la localité aux États-Unis d'Amérique. Elle cadre parfaitement avec l'ambition de la direction générale de l'hôpital à améliorer davantage les prestations de son institution. À quelques mètres de là, voici le centre ophtalmologique régional. Construit et équipé par l'ONG internationale Salsevet International, il offre des soins aux patients venus de toutes les régions du pays. Il enregistre également des performances dans la production locale des collyres. Aujourd'hui, Salsevet International s'est retiré du financement de toutes les activités de cette structure. Un retrait certes durement ressenti, mais les agents s'inspirent néanmoins de la riche expérience laissée par le partenaire. La mutuelle des douanes guinéennes signe un accord de partenariat avec la clinique Avicenne de Yataya. Objectif, apporter une assistance sanitaire aux douaniers et à leurs familles en cas de maladie. Le point avec Yara Yalou. C'est le point de départ d'une collaboration entre les responsables des douanes nationales et la clinique médico-chirurgicale Avicenne de Yataya. Les responsables de ces deux structures viennent de signer un contrat pour un suivi sanitaire. L'idée est d'apporter un soin de qualité et de garantir le bien-être des soldats de l'économie guinéenne et de leurs familles. L'objectif visé ici, c'est de rendre le douanier efficace à son poste de travail. Et pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit sain de corps et sain d'esprit. Il faut qu'il soit rassuré que sa famille qui est à la maison est en bonne santé. Et en cas de maladie, cette famille est prise en charge par la mutuelle des douanes. Un contrat de plusieurs articles lie désormais la mutuelle des douanes guinéennes à cette clinique. Chacune des parties promet de respecter les clauses du dit contrat. Après la clinique internationale Bel Air de Matam, la mutuelle tente une nouvelle expérience avec la clinique Avicenne. Et ceci pour le bonheur de nos douaniers. Les acteurs du programme de développement local et durable dans sa phase 2 étaient en concertation à Dalaba. Il a été question de faire la synthèse des activités exécutées au compte de ce programme soutenu par la Banque africaine de développement. Un reportage de Marie-Angélique Bangoura. ONG, élus locaux, partenaires et acteurs du programme de développement social durable PDSD2 ont pendant 3 jours discuté et amendé les différentes activités présentées au cours de l'atelier de concertation à Dalaba. Ceci dans le but d'entamer la prochaine phase du projet. Ce programme de développement social durable PDSD2 est élaboré pour les régions de la Haute et Moyenne Guinée et de la Guinée forestière. L'objectif visé par ce projet du ministère du Plan, la réduction de la pauvreté dans les communes rurales de ces 3 régions de la Guinée. L'atelier qui réunit donc les différents acteurs partenaires d'exécution du projet doit être d'abord un cadre d'échange, de partage et surtout de réflexion pour renforcer et dynamiser le cadre de concertation pour une meilleure harmonisation des interventions sur le terrain et permettre d'avoir une vue d'ensemble synthétique sur la contribution du projet en termes d'effets dans la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté. La santé, l'éducation, la construction des infrastructures sociales de base, l'appui aux coopératives des femmes et la sensibilisation sont entre autres contrats confiés à ces acteurs du PDSD2. L'application effective des activités tient à cœur les responsables. Cela permet à la population de cette CRD d'avoir le minimum d'infrastructures et de services, n'est-ce pas, à travers lesquels on peut maintenir la population, la génération montante au niveau de la sous-préfecture
et de rabaisser un peu le niveau, n'est-ce pas, de l'exode rural. Le confort, c'est que c'est l'adhésion de l'ensemble des acteurs à l'approche et la philosophie du projet. Les gens sont bien adoptés de l'approche du projet. Les gens sont satisfaits de ce qui a été fait, ce qui a été fait. Les gens ont soulevé les insuffisances constatées et on a mis en contact, si vous voulez, les différents acteurs pour situer les responsabilités. Naturellement, il y a certaines activités qui nous interpellent nous-mêmes. Il y a certaines préoccupations aussi qui interpellent les maires, qui interpellent les entreprises et les bureaux. Pour cette deuxième session de travail, les participants se fixent déjà un plan pour la réussite de leur projet afin de pérenniser les acquis. Actuellement, nous sommes en train de faire des magasins de stockage dans des CRD de Kassavu et des latrines publiques pour les CRD de Wende et de Clou. Je crois que c'est un ouf de soulagement parce que c'est des infrastructures quelque part qui manquaient à ces collectivités. Je pense que c'est une bonne chose, c'est un bon départ pour le projet. La mise en œuvre de ce projet du ministère du Plan reste certes un atout pour les acteurs du programme de développement social durable, mais un acquis du gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté en Guinée. Et puis la formation des formateurs en reportage télé s'est achevée en Allemagne. Plusieurs journalistes des pays africains dont la Guinée ont pris part à ce rendez-vous des médias. Les bénéficiaires pourront désormais transmettre leur expérience à leurs confrères africains. La rencontre a duré 2 semaines. Le reportage de Ibrahima Keïta dans les prochaines éditions de formation. La Guinée célèbre demain, mardi 20 mai, la journée internationale de la météorologie. À propos, voici la déclaration du ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé. Haya Fatoumata Binta Diallo est au micro de notre reporter Alcini Pascal Dine. C'est en 1875 que le Bureau international des poids et mesures, l'Organisation mondiale de la météorologie et la communauté internationale ont décidé de célébrer le 20 mai de chaque année la journée mondiale de la météorologie. La météorologie est la science de la mesure qui englobe l'ensemble des déterminations expérimentales et théoriques à tous les niveaux et dans tous les domaines scientifiques et techniques. Mesdames et messieurs, comme nous le constatons, la prise de mesures est déterminante pour notre vie. Et il est nécessaire d'améliorer en permanence l'exactitude et la fiabilité des mesures afin de rassurer les consommateurs et garantir la santé pour tous. Dans cette quête d'équité dans les transactions commerciales, je saisis l'occasion de cette journée mondiale de la météorologie pour lancer un appel à toutes les ONG, les associations des consommateurs et à toute la société civile afin qu'elle apporte leur appui aux actions de l'IGNM en exigeant partout dans nos marchés, dans nos hôpitaux, sur nos routes et dans nos entreprises l'exactitude et la fiabilité des mesures car notre santé et notre vie en dépendent. Pourquoi? Je vous invite à célébrer la journée mondiale de la météorologie en prenant conscience de l'utilité des mesures dans notre quotidien afin de promouvoir le rôle des organisations nationales et internationales qui travaillent inlassablement pour le bien de tous. Placée sous le thème des mesures et les défis énergétiques mondiaux, cette journée commémore la signature du traité de la Convention du Mètre le 20 mai 1875. Toutefois, Son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et le gouvernement conduit par Monsieur le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana ne ménageront aucun effort pour améliorer les conditions de vie de la population et assurer le développement économique du pays à travers, entre autres, la construction des barrages hydrauliques, l'installation des panneaux solaires pour l'éclairage public et la promotion de l'utilisation des ampoules économiques. Pour mémoire, la Convention du Maître fixe le cadre pour la collaboration mondiale dans la science de la mesure et sa politique industrielle pour le bien-être du secteur public et privé ainsi qu'aux populations guinéennes. Et puis sport, le patinage est une discipline olympique qui fait de plus en plus la convoitise des jeunes sportifs guinéens. La Fédération de patinage compte organiser dans les prochains jours le premier championnat dans cette discipline au stade du 28 septembre et à l'intérieur du pays. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain. Thank you.